Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click pour une vidéo critique des 4 fantastiques premiers pas, donc The Fantastic Four, The First Steps, qui vient de sortir ce 23 juillet en France, quelques 2 jours après aux États-Unis. On va en parler avec l'ami Greg. On contextualise un petit peu. Matt Shakman à la réalisation, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss Backram de The Bear, pardon, qui joue la chose, et on a enfin Joseph Quinn en Human Torch. Voilà, Julia Garner en Silver Surfer. On va vous dire un petit peu ce qu'on a pensé là, globalement un avis très rapide. Ensuite on va partir sur une thématique avec des spoils à la fin de la vidéo. Comment vas-tu mon chat Greg? Tout va très vite, mais parce qu'on a plein de trucs à dire sur ces 4 fantastiques. Salut à tous et merci Kerr. Eh bien, ces 4 fantastiques, je dois avouer que si je vais droit au but, je pense que c'est un film moyen qui sort dans une époque bien médiocre et que c'est pour ça qu'il brille un petit peu plus que les autres en ce moment. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire un petit disclaimer au début de la critique de vidéo parce que je voudrais être le plus objectif possible et c'était très difficile d'être objectif en regardant ce film. Et donc pour moi, il y a 2 éléments, et un dont je vais vous parler et l'autre dont Kerr va vous parler dans quelques instants, qui ont rendu le visionnage très particulier et qui sans doute ont un peu pollué mon plaisir de regarder ce film. J'ai voulu regarder la première bande-annonce du film et j'ai fait exprès de n'en regarder plus aucune pour ne pas me faire spoiler. Quand j'ai regardé cette première bande-annonce, j'ai vu des scènes, je me suis dit tiens, ils en dévoilent pas mal. J'espère que ça veut dire que genre les 30 premières minutes sont sacrément péchues et ils vont nous faire des surprises. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Le film, c'est la bande-annonce étirée sur 2 heures. Donc les 2 minutes deviennent 2 heures et les moments entre ces trous sont souvent hyper télécommandés et du coup on regarde un film qu'on a l'impression d'avoir déjà vu en version résumée, ce qui est extrêmement étrange. Alors il y a plein de moments où je me disais non mais ok, je sais ce qui va se passer après, mais est-ce que c'est bien? Mais forcément, ça fait sortir énormément du film. Et comme les scènes entre les deux ne comportent quasiment aucune surprise, forcément, on est sur une... Ça amène à une déception. Donc, je trouve que vraiment la communication du film a vraiment loupé et pas rendu service au film. Ça, c'est... de mon point de vue, c'est vraiment un problème évident. Et maintenant, pour vous parler plus précisément du film, en essayant de retirer le fait que ça rendait le visionnage un peu désagréable par moments, c'est un film qui quand même montre qu'il a envie de faire plein de choses. C'est un film qui sait être très sympathique à plein de moments. C'est un film qui a des personnages qui sont bien écrits. Il y a des moments où les personnages sont super. La scène d'après, ils ont des actions qui sont incompréhensibles, mais je pense que c'est un problème qu'il y a globalement dans le scénario. Il y a des grosses incohérences qui rendent les choses un peu absurdes, mais si on met ça de côté, les personnages sont très sympathiques. La torche humaine est particulièrement réussie. C'est la meilleure incarnation, je pense, de la torche humaine. Et le truc, c'est que il y a des éléments, cet univers un peu 60s et en même temps un peu rétro-futuriste et tout, ça c'est chouette, même si on ne l'a pas trop développé. Il y a vraiment plein d'éléments qui sont sympatoches. Le problème, c'est qu'il y a énormément de trucs qui sont très problématiques. On va rentrer dans le détail. Le scénario, pour moi, c'est le vrai gros problème du film. On est sur une base d'un fast-food. C'est un bon Big Mac, c'est un bon Royal de luxe. Prenez le McDo que vous préférez et le burger que vous préférez, et c'est ça. Si vous êtes type nuggets, c'est un bon sachet de 9 nuggets. Mais en fait, c'est chouette. Quand on est dans le McDo, on se dit ah mais c'est un burger qui est sympa. Sauf que quand on se fait un vrai burger,
on se rend compte qu'on avait une version édulcorée. Et c'est pour moi le principal, enfin, le deuxième principal problème du film, je laisse de côté ce dont mon cœur va parler, c'est qu'en fait, si on le compare à des grands... On a fait il n'y a pas longtemps des classements des meilleurs films de super-héros. Si on le compare aux meilleurs films de super-héros, il n'est pas top 20. Mais en ce moment, les films de super-héros étant pour beaucoup très moyens, bah là, on en voit un qui est pas mal, bah il a l'air de briller plus beau que le soleil. Mais je pense que quand on... Enfin, je regardais il n'y a pas longtemps un classement top 100 des films du cinéma des années 2010. Mon Dieu, quoi. Un film comme ça, il est nulle part, quoi. Il n'apparaîtrait pas jamais dans un classement comme ça. Donc en fait, il y a pas mal de sujets. Il y a des très belles, il y a des choses que Marvel redéveloppe, ses personnages et tout, et c'est chouette. Il y a des gros problèmes dont on va reparler après. Et ça fait ce film où on a envie de l'aimer, mais il est dur à aimer, quoi. Il est vraiment très très dur à aimer. Et toi, mon cher Kerr, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, je vais faire comme toi et revenir sur un élément qui m'a embêté. Tu as parlé de la bande-annonce et c'est vrai qu'elle est piège parce que bien évidemment, quand tu théorises devant cette bande-annonce, comme tu l'as dit, on s'imagine que c'est tellement évident, c'est tellement une autoroute que ça va vite être expédié, puis on va partir sur un film un peu étonnant et avec une partie qui n'a pas du tout été dévoilée, c'est pas le cas. Mais l'autre problème, on est obligé d'en parler, c'est la scène post-générique de Thunderbolt qui alors je vous dis pas si vous l'avez pas vu, mais le contenu, mais clairement, moi, elle m'a gêné dans ce visionnage parce que elle nous fait perdre aussi un peu faussement d'ailleurs de l'enjeu et aussi de l'implication. Toi, tu es spectateur devant ce film et tu as vu la scène post-générique de Thunderbolt, c'est un problème. Je pense que c'est une grosse erreur de la part du MCU de l'avoir mis à la fin des Thunderbolt. Ils ont donné trop de billes et en plus des billes qui piègent et qui gâchent le visionnage du film suivant. Ceci étant dit, ça va pas m'empêcher d'être objectif. D'ailleurs, je trouve que tu l'as tout à fait été aussi. Comme toi, je suis globalement déçu par les 4 Fantastiques. Qu'est-ce qui m'a embêté dans ce film ? Tu l'as dit, le scénario, qui a encore des énormités, vraiment, et c'est loin, très très loin d'être le seul. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est devenu la norme des blockbusters qui sortent. La liste de ce qui vient de sortir, hein. F1 a d'énormes ficelles, Superman a des énormités, Jurassic World, pareil. Enfin, vraiment, on a l'impression que voilà, c'est acté. Il faut que ce soit simple pour un public qu'ils estiment débile. Respectez-nous. Donc voilà, donc ça c'est le premier élément qui m'a gêné. Autre élément, moi je trouve que le film manque de peps. Il manque de, comme tu le disais, de cœur. Et en fait, c'est la différence parce qu'en fait, les deux films sont différents, mais comme tout le monde actuellement les compare dans une ambiance extrêmement toxique. Si on prend Superman, je trouve que les deux films sont globalement à peu près faits dans le même moule et tombent très souvent dans les mêmes travers. La différence, c'est que si on adhère au délire de James Gunn, il y a quand même un supplément d'âme dans Superman, une énergie du cœur qu'il n'y a pas forcément dans les 4 Fantastiques. Après, les 4 Fantastiques ont aussi du charme. En effet, il y a des personnages qui forment cette famille-là qui peut matcher avec une partie du public. Moi, ceci dit, je le comprends tout à fait. Il y a l'univers rétro-futuriste qui a son charme. Il y a un truc qui est évident, c'est que ils ont voulu vraiment essayer d'intégrer ça dans un esprit comics qui est fort bienvenu, parce qu'il y a beaucoup de films de super-héros qui s'essuient les pieds sur le côté comics de l'œuvre. C'est pas le cas ici, mais il y a aucune fulgurance, il y a aucun moment où je me suis dit waouh, aucun moment où je me suis vraiment intéressé à ce que ça nous racontait. De toute façon, on regarde les 4 Fantastiques, c'est l'introduction des 4 Fantastiques, mais aussi la première pierre d'Avengers Doomsday. Donc autant passer à Avengers Doomsday. En plus, c'est une pierre qui, je trouve, est sacrément mal taillée. Donc non, je suis globalement déçu, même s'il y a des qualités dans ce film. Mais tu vois, tu parlais un peu de lumière autour du film dans un contexte où on a des mauvais films. Oui, enfin la lumière, ça brille
pas énormément non plus dans ces 4 fantastiques-là. Donc, non, je suis déçu, mais ça s'inscrit dans un contexte où vraiment on nous sert de la soupe en disant tiens, mec, c'est du caviar, quoi. Donc, c'est difficile, je trouve, de s'emballer. Moi, honnêtement, hein, ce genre de film avec des scénarios complètement claqués au sol, je suis en overdose. Hein. Ras-le-bol. Mais bon. Après, Kerr, si je peux réagir par rapport à ce que tu dis, en fait, tu dis tu es en overdose de ce genre de scénario, mais si on prenait. Juste si on essayait de réduire un film à est-ce qu'il est drôle, est-ce qu'il est triste, est-ce qu'il m'a touché. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de moment, il n'y a aucun moment dans le film où j'ai souri. Il n'y a jamais. C'est pas un film qui fait les petites blagues et tout. Donc très bien, c'est pas un film qui est sur l'humour, il n'y a pas de souci. Mais il est pas sombre comme The Dark Knight, on est d'accord. Voilà. Il est coincé entre les deux. C'est pas un film qui est sombre, ok, donc il est ni drôle ni sombre, ok, donc ça je le retire. Est-ce que c'est un film... Il est neutre. Oui, mais c'est exactement ce sur quoi je vais. Est-ce que c'est un film qui est vraiment un film d'auteur avec une narration sur les personnages? Peut-être que c'est l'élément qu'il a le plus, ces personnages, mais franchement, la chose, pour prendre les 4, la chose est presque pas développée. Non, justement, moi j'allais dire que la chose était celui qui s'en sortait le mieux, même si je suis d'accord avec toi qu'il est peu développé. C'est peu développé. Mais c'est un film qui a réussi à me toucher de rares fois, et c'était souvent avec la chose, ou avec... La chose t'a touché Human Torch. Bien sûr. Et du coup, le truc, c'est que y a également... donc là, c'est peut-être la seule partie. Et franchement, est-ce que ça vaut un bon film de personnages et tout? Peut-être pas, mais là-dessus, c'est peut-être là où il essaye de se battre. Les scènes d'action, franchement, elles sont toutes très moyennes, voire nulles. La fin est Moi, j'en ai retenu nulle. Aucune. Non, mais globalement, je pense que le combat de Sentry dans les Thunderbolts, pour prendre un exemple qu'il y a eu là, est mieux que... et il dure moins d'1 minute, est mieux que tout ce qu'il y a dans le film là. Donc c'est pas un film d'action, ok. Donc il est ni là pour nous émouvoir, il est ni là pour nous faire rire. Donc en fait, il est trop lisse. C'est vraiment, on a l'impression qu'ils en sont à un point où ils disent non, mais là ils sont fâchés. Il faut plaire à tout le monde, il faut faire des trucs qui plaisent à tout le monde. Prends aucun risque de rien. Et du coup, ça fait des films qui sont un peu sans saveur, quoi. Et là, on sent que le manque de saveur, tu sais, c'est je suis nul en cuisine. Et il y a des fois, je mets trop de sel ou de poivre ou d'épices pour essayer de redonner du goût. Parce que je sais que j'ai un peu foiré mon plat, mais je vais mettre des épices. Et le truc, c'est que là, c'est pareil. Ils savent que tout est un peu inodore, incolore, et donc ils vont essayer de nous mettre un univers, un années 70, qui sert globalement à rien dans l'histoire, pour qu'on ait un petit truc de se dire « Ah, c'est un peu différent ». Puis c'est une façade. Ça donne une identité, pour le coup, au film, une petite âme, si vous voulez, mais c'est une façade. Derrière, il n'y a pas grand-chose. Si on parle de l'univers, parlons de l'univers. Tu l'as dit, il est très peu développé. En fait, on nous l'introduit, cet univers qu'on ne connaît pas, avec la présentation des 4 Fantastiques, qui est une fausse origin story, en fait. Quand on arrive et qu'on nous dit au fait, c'est pas une origin story, mais si le premier quart d'heure, c'est l'histoire des 4 Fantastiques, bah, c'est un peu une origin story, sauf qu'on la vit différemment. Et ils nous introduisent cet univers dans ce cadre-là, et après, il est là. Et cet univers, il est quand même vachement restreint. On voit, ok, des objets... ok, ça peut être cocasse, etc. On voit les voitures volantes et tout, très bien, ok. Mais c'est à peu près tout. C'est limité, ça c'est un énorme problème, je trouve, à quelques rues de New York, à quelques personnages, et ils creusent pas davantage. Herbie, honnêtement, moi je me suis dit, attends, Marvel balance un robot à la Star Wars, est-ce qu'ils vont réussir à concurrencer Star Wars sur les droïdes, où Star Wars est quand même plutôt bon dans la gestion des droïdes, que ce soit dans les films, les séries, voire même Jedi Fallen Order, hein, le robot est très chouette. Herbie, à aucun moment, il fait de l'ombre à un droïde de Star Wars. Donc, du côté de George Lucas, on est plutôt peinard. Mais du coup, c'est un peu un gâchis, quoi. Herbie, moi, j'ai eu aussi sympathique que mon nouveau Dyson. Hein, donc, je sais pas, moi, j'ai été, sur ce niveau-là, j'ai été déçu sur l'univers vraiment sous-exploité. Et du coup, alors, difficile tu de parles rentrer dans le truc, d'univers. quoi.
sous-exploité pour réagir, pour avoir un peu une idée, le film a, en comptant les gentils, les méchants, les adjuvants, tout le monde, le film est de 8 à 9 personnes. C'est-à-dire qu'il y a... Et là, je parle pas de genre, il y a 8 à 9 personnes qui sont très présentes. Il y a 8 à 9 personnes qui parlent. 10 au total, si on compte une personne qui parle très très peu 2 fois dans le film. Donc on n'est vraiment pas sur un univers qui est développé. Si on arrive dans un nouvel univers et qu'on a 10 personnes au total, c'est vraiment... Et il y en a 4, c'est les 4 fantastiques. C'est vraiment qu'on n'a rien vu. Ils ont rien montré, quoi. Il n'y a pas de biscuit. Oui, c'est très très resserré. C'est très resserré sur l'univers. Là, si tu parles de personnages, parlons des personnages les uns après les autres. On va pas vous spoiler, hein. Mais c'est vrai que moi, je trouve pareil que ces personnages-là ne sont pas soit assez développés, soit correctement développés. Reed Richards, c'est un mec extrêmement intelligent qui... Enfin, c'est un leader. Là, moi, j'ai pas du tout eu l'impression que c'était ça. C'était... Il y a plein de moments dans le film où le film insiste sur le fait que Reed Richards, il est un peu gauche et puis qu'au final, il est coincé entre Pierre Richard et puis Einstein, quoi. Donc c'est un peu problématique. La chose et c'est vrai qu'il est effacé, mais en même temps, moi je trouve le personnage le plus touchant et paradoxalement, c'est une des prestations qui m'a le plus plu en tant qu'acteur, c'est un peu paradoxal. Mais après, l'acteur de The Bear est génial, donc dans tout ce qu'il fait, donc voilà. Johnny, au début, c'est un paillasson, il se révèle un peu, c'est mieux. Enfin, tout n'est pas catastrophique dans les personnages. Loin de là. En fait, dans ce film, tout n'est pas catastrophique. Clairement, on ne va pas le martyriser, ce film. Il est juste extrêmement moyen. Et dans la gestion des personnages, c'est aussi le cas. A des hauts et des bas. Il y a des moments où elle est vraiment chouette. Il y a des moments où elle ne l'est pas du tout. Galactus, en tant que personnage, est complètement claqué au sol. Surtout sur la dernière partie. Alors là, c'est hyper mal fait. La tête de l'acteur, ça va pas du tout. Il y a un personnage qui sort, de mon point de vue, complètement du lot. C'est Silver Surfer, qui est pas du tout assez développée. Du coup, on est frustré. Elle est tellement pas développée que il y a des moments où on oublie même qu'elle est dans le film. Mais quand elle est là, ça fonctionne vraiment bien. Mais c'est pas assez, clairement pas assez. Moi, je trouvais que tu vois, les Eternals étaient mieux développés en introduction. Alors, que les Eternals soient mieux développés, je suis bien d'accord avec toi. Par contre, je suis pas d'accord sur ton point de vue sur les personnages. De mon côté, je trouvais que Reed Richards était campé en tant que génie, papa, etc., de manière assez intéressante. Je trouve que Pedro Pascal n'a pas du tout le charisme qu'il peut avoir dans d'autres œuvres, comme dans The Last of Us, pour prendre un exemple très récent. Il a très peu de charisme dans ce film. Mais que il est quand même pas mal. Le personnage est une bonne introduction à son univers. Trop lisse. Bon, ça, c'est un terme que vous allez beaucoup entendre quand on parle de film, mais il est pas mal. Par contre, on nous le présente comme un génie absolu. On sent qu'ils ont leur propre tour à New York, etc. Il est le grand chef d'entreprise d'une société de 0 personne, puisqu'il doit tout faire tout seul tout le temps. Ça, c'est une bizarrerie. Il a derrière le truc, c'est que le geste le plus idiot du MCU depuis plusieurs films, c'est lui qui l'a. On en parlera dans la partie spoil. Donc ça fait un personnage. Donc encore une fois, ce que je disais dans l'introduction, c'est qu'il y a des choses qu'on a envie d'aimer dans le film, mais derrière, ils font des bourdes qui sont trop grosses. Ensuite, si on reprend les personnages... Globalement, Greg, tout est salopé par le scénario. Les personnages, l'intrigue, tout est salopé par ça. De toute manière, un scénario, c'est la base de tout. Hein. Donc, sous Storm, qui est jouée par Vanessa Kirby, moi, je trouve qu'elle est très chouette. Je trouve que c'est sous la mieux développée de tous les films 4 Fantastiques, parce que pour le coup, on en a eu beaucoup. C'est la seule qui n'est pas une faire-valoir. Enfin, je rappelle quand même que celle dans il y a 3 films. Jessica Alba et Kate Mara. Jessica Alba, elle avait une scène qui était juste je vais devoir me déshabiller et au milieu de tout le monde. Enfin, c'était vraiment des faire-valoir féminins
inintéressant. Là, elle est quand même un personnage qui est beaucoup plus charismatique. Le problème, c'est qu'elle est complètement détruite par une scène par deux scènes dont on parlera dans la partie spoil, qui sont mais d'un ridicule total. Ensuite, on a Ebon Moss, je dis rien. La chose, on le voit pas tant que ça. Ils nous font beaucoup de clins d'œil. Mais il était dans une série pour la bouffe, non? Mais c'est un peu Top Chef du MCU en fait. Et donc bon, ok, c'est sympa, pas de problème, j'ai rien à dire de mal sur la chose. Joseph Quinn en Johnny, c'est effectivement une des rares fois où Johnny Storm n'est pas juste un beau gosse qui essaye de choper. Là, c'est un personnage qui a de l'intelligence, qui réfléchit, qui a des défauts. Sensible aussi. Ouais, exactement. Et je trouve que c'est du coup une vraie réussite dans les changements d'écriture sur ces 4 fantastiques-là, justement, pour leur donner plus de poids que ce qu'on a pu voir avant. Le problème, c'est que chacun a sa scène qui est un peu absurde. Donc ça casse un peu le truc. Mais je peux pas ne pas louer cette tentative de Marvel de mieux écrire ses personnages. Et du coup, le problème, c'est que quand on a des personnages qui sont mieux écrits, mais dans une histoire qui est avec des trucs fous, forcément, ça n'aide pas le film. Et du coup, justement, mon cher Kerr, Moi, je voulais quand même rajouter que dans tout ça, tu vois, c'est que tu sens une bonne volonté, tu l'as dit tout à l'heure. Le truc, c'est que ça marche pas. Pour plusieurs raisons, ça marche pas. Là où moi, je trouve, et c'est que mon avis, ça marchait un peu plus sur Superman. C'est-à-dire à peu près les mêmes travers, mais une alchimie. Et après, ça dépend vraiment de la sensibilité, du regard qu'a la personne, de comment est-ce qu'il est luné quand il voit le film, de est-ce qu'il a été influencé ou pas par des trucs à droite à gauche. C'est aussi l'énorme problème des 4 Fantastiques, on est obligé de le dire. Si on sort de ça déçu, c'est que moi, aujourd'hui, quand je vais voir un film du MCU, je vais voir un film du MCU. Je vais pas voir un film, puis après me dire... Bon alors, comment il s'intègre ou pas dans le MCU? Maintenant, ça fait trop d'années, trop de films, trop de séries et trop de rumeurs, d'infos, trop de liens entre tout ça et tout, pour que je ne regarde pas un film du MCU comme un film faisant partie d'une entité. Et là, pour le coup, ça fonctionne pas du tout. Ça fonctionne pas du tout. En fait, quelle catégorie tu veux aborder? Oui. Derrière, il y a un truc dans ce que tu dis, c'est que quand on va voir un film du MCU, on espère de retrouver la hype, ce côté vraiment épique qu'ont pu avoir certains des films, et en même temps on est spectateur, on n'est pas aveugle sur Brave New World qui est des pires films du MCU, sans doute c'est sûr le plus mauvais film que j'ai vu de cette année, et du coup quand on voit Thunderbolt on dit c'est pas incroyable mais c'est mieux qu'avant, et surtout ça part sur la pente ascendante, ça va être de mieux en mieux. Et le prochain, ça va être une dinguerie. Et donc ensuite, ils disent oui, non mais là, 4 fantastiques, on casse la baraque, c'est énorme, c'est huge, on a un casting de ouf. Ok, 4 fantastiques arrivent. Et là, de nouveau, on dit c'est sur la pente ascendante. Je ne me suis pas beaucoup amusé pendant ce film, mais le prochain. Mais combien de fois en fait, ils pensent qu'on va continuer à aller voir en disant la prochaine fois, ça c'est sûr que ce sera là. Il y a vraiment un truc qui fait que si on n'était pas fan de Marvel, ça fait longtemps que je pense que une autre licence où j'aurais pas d'affect, je l'aurais laissé parce que ça fait combien d'argent que je lui donne sans qu'elle me donne beaucoup de choses en retour, quoi. Et d'ailleurs, c'est la grande force de Superman par rapport aux 4 Fantastiques, c'est que les 4 Fantastiques s'inscrivent dans un MCU qui est pas du tout en forme et qui est dans sa continuité. Superman, il arrive avec son esprit un peu énergique, un peu neuf, et surtout le fait que DC était au fond, mais DC reboot. Donc là, en fait, ça n'est que des promesses de découvertes, de trucs qu'on n'a pas vus. On découvre des nouveaux personnages, un nouveau ton, une nouvelle manière de faire, un nouveau look, etc. Avec plein de défauts, ok, très bien. Mais il y a cette idée de comment va être Supergirl, comment est-ce qu'ils vont nous développer le nouveau Batman, comment est-ce que ça va s'intégrer à cet univers-là. Là, le problème du MCU et des 4 Fantastiques, c'est que tout est fait dans le même moule, ça a plus de saveur, ça ne sait plus où ça va. Là, moi, je suis sorti des 4 Fantastiques déçu, mais je ne suis pas sorti des 4 Fantastiques que déçu. Je me suis aussi dit, Avengers Doomsday, en fait, là, maintenant, tout de suite, je m'en fous. Ce qui ne serait jamais arrivé sur un des autres Avengers. Donc, je pense que les 4 Fantastiques morflent
à cause de l'univers dont il fait partie aussi. Et ça, mais après, on peut aussi très bien mettre de côté le MCU et juste regarder le film. Et la qualité du scénario, ça sera toujours la même chose. L'univers sous-développé, ça sera toujours la même chose. Enfin voilà, et le film en lui-même. Mais Est-ce que on t'as n'aura retenu... jamais vraiment tu sais, la vraie réponse à ça. Parce que ça tombe si on n'a aucune attente de ce truc-là, qu'il n'est pas du tout relié au MCU, que c'est fait par des gens qu'on ne connaît pas, et que le film arrive décroché de tout. Peut-être qu'on se dit, ah, bah, c'est cool en fait, c'est frais. Peut-être, mais j'ai un doute. Je pense on pourrait le comparer au premier 4 Fantastiques qu'on a pu voir en France, avec Jessica Alba, etc. Et le truc, c'est que c'était un film moyen, mais on aimait bien les films super-héros, donc on acceptait. Je pense que ce serait à peu près honnête de dire que celui-là, il est à peu près au même niveau, quoi. Bah, j'en profite pour rendre hommage à Julian McMahon qui jouait Fatalis dans les 2 premiers 4 Fantastiques qui sont sortis au cinéma. Il y en a un qui a été tourné avant mais qui n'est jamais sorti. Et Julian McMahon est décédé il y a peu. Donc on l'avait vu notamment dans Charme, on l'avait vu bien sûr dans Nip Tuck. Et voilà, il avait été Fatalis avant Robert Downey Jr. Est-ce que je peux te poser une question parce que toi tu es très 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 BO souvent quand tu vas voir un film, t'écoutes les BO pendant longtemps. Est-ce que cette BO, il y a un thème qui t'a marqué? Le thème des 4 Fantastiques est réussi. La musique ne m'a jamais vraiment marqué dans le film en dehors de ce thème-là. Et quand arrive le générique de fin et que je vois que c'est Michael Giacchino qui est un des compositeurs que j'appréciais le plus qui est derrière ça, je suis un petit peu déçu. Ceci étant dit, il faut la réécouter à l'écart. Moi, il y a beaucoup de BO que j'apprécie juste à l'écoute, tu vois. Michael Giacchino était excellent sur Lost, il a été excellent sur les Pixar. C'était un compositeur de génie, il a fait là-haut, il a fait plein de trucs. Il est beaucoup moins inspiré ces dernières années, notamment depuis qu'il est sur les Marvel. Ceci étant dit, il y a des compositeurs, beaucoup et quasiment tous, font aussi des BO parfois pour gagner leur croûte et sont moins inspirés. F1, la BO elle est signée Hans Zimmer. Voilà, Hans Zimmer il a fait la BO de F1 histoire d'avoir un bon chèque avant de passer à Dune 3. Hein. Et donc la musique ne m'a pas plus marqué que ça. Mais je la réécouterai quand même parce qu'il y a de bons retours sur la BO pour le coup. Et du coup, ça m'intrigue. Donc, est-ce que je suis passé à côté? Est-ce qu'elle n'était pas assez enivrante? Je sais pas. Eh ben, je suis à peu près comme toi, sauf que j'ai pas aimé le thème des 4 Fantastiques et que je la réécouterai pas pour lui redonner sa chance. Moi, je l'ai trouvée dérangeante. En gros, ce qu'on dit quand on est en école de ciné, un des préceptes qui est dit, c'est ce qui donne la dimension d'une image, c'est le son. C'est la bande sonore. C'est si vous arrivez, vous marchez dans un champ et qu'on entend un petit truc de balmusette, on est au niveau du village, on se projette sur niveau terrien. Si on vole au-dessus d'un champ et que derrière on a la musique des Valkyries et un truc hyper épique, on a l'impression qu'on est parti pour un film d'action, que c'est Top Gun qui va débarquer dans 2 secondes. C'est la dimension d'une image, c'est sa bande sonore. Et le truc, c'est que là, on a une bande sonore qui crie souvent et qui n'apporte pas de dimension. Et d'une manière générale, c'est une remarque que je fais sur la bande son, mais c'est une remarque que je fais sur les visuels pour faire une transition. Ce film n'a jamais d'impact, il n'y a jamais de poids aux choses. La musique ne crée pas de tension, la réalisation ne crée pas de tension. Je donne un exemple, la torche, il y a des moments, il fait noir, allume son bras pour s'éclairer. Elle passe son bras à travers des feuilles de papier, les feuilles de papier ne prennent pas feu. La torche prend feu, ses vêtements ne prennent pas feu. Je crois même qu'à un moment, il sauve quelqu'un ou je sais pas quoi, Oui, ça ne prenne pas feu. Ça, ils ont fait attention. Le feu ne rentre pas en contact de la petite fille. Mais ouais, non, j'ai bien fait attention parce que je me suis dit, il est complètement teubé, il va la cramer. Donc. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a vraiment un truc de... Et par contre, il s'envole, il passe à 5 mètres d'un panneau
et il y a une zone marrante du panneau qui prend feu. Donc en fait, le truc, c'est que ce monde n'a pas de poids, il est pas, il y a rien qui le rend tangible. Et vraiment, on a, et c'est un défaut tant de réalisation. Et puis à un moment, alors si vous avez vu la bande-annonce, il y a un colosse dans la ville. Enfin, King Kong, même le nouveau, hein, Kong versus Godzilla, mais 1000 fois, mais 1000 à 1 en combat 1v1 sur la qualité de la représentation d'un colosse dans la ville. Tous les derniers films de Godzilla, c'est sans commune mesure. Là, Et Pacific Rim. Et Pacific Rim, mais attends, mais il y a un truc, tu sais qu'il y a des plans, plus de 15 ans, il enfin 10 ans. y a des plans sur ce fameux colosse. Bon, vous l'avez tous vu dans la bande-annonce, donc on peut le dire, c'est Galactus, qui fait que il y a des gens là, respect, il n'y a pas de problème, je suis pas là du tout pour dénigrer la vie des autres. Donc ils sont bluffés par certains plans. Il y a des plans sur Galactus qui en effet sont réussis. Le problème, c'est qu'il y a un moment donné, je me suis dit, ah, il est bien ce plan-là. Et tout de suite derrière, je me suis dit, ah oui, mais c'est le même que dans Pacific Rim. Et c'était un plan, voilà, un plan de Pacific Rim. C'est pour ça que je citais ce film-là, mais t'as raison, hein, Godzilla, King Kong, c'est pas plus waouh là, alors que sur le papier, on a vraiment dans la tier list des super méchants Marvel qui doit en imposer, mais qui est aussi un des plus durs à adapter. Je pense à l'écran, c'est un des pires. Galactus, il en impose, quoi. Bah, moins dans ce film, malheureusement. Donc voilà. On parle de la mise en scène ? Je t'entends plus. T'as dû couper ton micro. Eh bien, le truc, c'est que moi, je trouve qu'il y a des plans avec ce méchant qui sont au milieu du film, qui sont très réussis. Et la fin, c'est cata, quoi. Enfin, c'est cata. C'est moins bien que plein de films qu'on a vus, et même des films qui étaient pas ouf, en fait. Donc, du coup, de voir un immeuble qui s'effrite, ça y est, on est des spectateurs en 2025, c'est pas le premier immeuble qu'on voit dans notre vie qui s'effrite au cinéma, ça suffit pas, en fait. Il faut... la terre tremble, il y a une musique épique, il se passe quelque chose, quoi. Enfin, là... c'est juste une collection. Enfin, ouais, bon, voilà. Donc, ça, c'est un peu mon point de vue sur la réalisation et les visuels que je vous résume un peu sur cet élément. Mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à en dire. Il y a peu de plans sauf justement quelques-uns au milieu sur le méchant et un sur un plan qui serait compliqué de pas vous spoiler, donc je vais pas vous en parler. Mais il y a vraiment quelques plans que j'ai trouvé cool. Mais c'est vraiment. Tu veux dire l'arrivée de Deadpool ? Euh... Quand Deadpool arrive avec Batman. Il plaisante, ce n'est pas le cas. Super. Mais du coup, il y a vraiment que quelques plans qui sont à prendre. Et je comparais avec les films que j'ai pu voir ces derniers temps, même des films indépendants, sont plus ambitieux dans le fait du cadrage ou des trucs comme ça. Et les films pas indépendants, les films qui veulent en jeter plein la gueule, en jettent plus plein la gueule. Donc vraiment, c'est timoré, c'est trop timoré. Ils ont le budget pour faire des trucs épiques, au moins une fois dans le film, d'avoir un money shot qui envoie de ouf. Il n'y a rien qui envoie de ouf dans le film. Et la bande-annonce le montre bien, puisque la bande-annonce, je me suis dit, ils en gardent plein sur le coude parce que je ne voyais pas de plan vraiment qui casse l'écran. Bah, il n'y en a pas plus à l'image. Et pourquoi la bande-annonce, du coup, révélait autant ? C'est juste parce que le film est très pauvre. Et donc, quand tu mets les quelques plans sympas les uns à la suite des autres, tu as 1 minute 30 et ça fait un trailer. Tu veux rajouter des points sur la mise en scène ? Moi, oui, il y a des moments dans cette scène où c'est plutôt pas mal. Mais il y a plein de scènes dans les Gardiens de la Galaxie qui en voient beaucoup plus que ça. Donc voilà, j'étais un peu déçu sur ce point-là. Et en fait, le truc, c'est qu'aussi, Marvel est encore retombé dans un de ces fameux pièges. Et c'est pour ça que les 4 Fantastiques, finalement, n'est absolument pas en rupture avec le MCU, puisqu'en fait, il fait exactement les mêmes erreurs. Où il en est victime aussi. L'exemple, c'est quand même que le réalisateur, donc Matt Shakman, qui a l'air très sympathique, hein, mais moi, je le trouve absolument pas incroyable. Enfin, pas du tout. Donc, alors sur WandaVision, oui, il a bien bossé, mais c'était pas le showrunner non plus. Donc, on peut imaginer que c'était plutôt le showrunner qui chapeautait un peu davantage les choses. Là, il nous a rien montré de formidable.
Et c'est lui qui va réaliser le prochain film X-Men. C'est pas du tout rassurant. En fait, Marvel fait toujours ça. Ils ont un mec qui est plutôt pas mal sur une série ou sur un film. Direct, il le met tout de suite sur un gros projet, beaucoup trop gros pour lui. Et alors, il a fait ce qu'il a pu, hein, sur plein d'aspects. Il a bossé correctement, mais il n'y a pas ce génie, il n'y a pas ce talent qui va lui permettre de proposer plus pour marquer les esprits. Je prends l'exemple d'un film qui est actuellement au cinéma que vous avez peut-être vu, F1. F1 a un scénario avec des ficelles absolument énormes. C'est des treuils, les trucs. Enfin, les ficelles de F1, vous tirez sans problème un paquebot, il n'y a aucun problème. Il y a des énormités aussi scénaristiques, et des moments, c'est pas possible. Mais le réalisateur, il s'éclate. Il s'éclate. Il dit, moi, j'ai pas de scénario, vous inquiétez pas, j'ai des voitures et j'ai Brad Pitt. Et il s'éclate, il a des idées régulièrement. Ce qui fait qu'on a beau être en PLS, enfin, sauf si on est complètement dans le délire, hein, et vous avez le droit d'apprécier F1, il n'y a pas de souci. Moi, il y a plein de moments où j'ai apprécié le film, mais jamais sur le scénario. Par contre, toujours sur le côté un peu popcorn, un peu spectacle, la mise en scène est très soignée, il y a de l'idée, etc., etc. Dans les 4 Fantastiques, malheureusement, c'est pas du tout au niveau. Bon, moi j'ai hâte qu'on se marre, donc je souhaiterais parler de la partie spoiler. Est-ce que tu es OK ou est-ce que tu veux rajouter des éléments? Donc si vous n'avez pas vu le film, on vous conseille de vous arrêter là. Merci d'avoir regardé la vidéo, enfin, sauf si vous voulez bien évidemment vous faire spoiler, il y en a beaucoup qui aiment. Allez, venez, soyons fous. Si vous vous arrêtez là, merci à tous. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis, alors, partons sur les spoils, mon cher Greg. Vous êtes prêts? Vous avez été prévenus. Euh, on va commencer par le truc dont tu as dit tout à l'heure. Moi, j'ai envie d'en parler maintenant avant qu'on oublie. Parce que ça serait dommage qu'on n'en parle pas après avoir teasé dans la partie sans spoil. Donc, le truc que fait Reed Richards, qui est complètement stupide, et on a bugué tous les deux dessus, et pourtant on n'était pas du tout ensemble dans la projection, c'est quand il révèle à toute sa planète que, bah oui, en fait, Galactus, il a dit, bah, moi, je tue personne, mais vous me donnez votre bébé. Et puis, bah, bien évidemment, il dit, bah non, nous, on n'a pas voulu, hein. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. Donc, bien évidemment, dans l'intrigue, il se rattrape aux branches après, mais sur le coup, mais il pense à rien. En fait, logiquement, une foule qui aurait dû réagir normalement à une vraie destruction prochaine de la planète, le mec se serait fait lyncher, en fait. 4 fantastiques ou pas, il se serait fait lyncher. On est d'accord là-dessus? On est 100% d'accord. Et en fait, le truc, c'est que un peu, un peu avant, il y a vraiment le scénario décroche complètement et dit mets ton cerveau dans un bocal, c'est hyper surfait de réfléchir, surtout, sois pisse mon pote. En fait, le truc, c'est que si on fait juste un petit... on retourne en arrière sur le scénario. Ils partent pour essayer d'aller casser en deux Galactus. Ils savent pas ce que c'est. Ils se disent on est 4, on est fort, on est fantastique. On va y aller avec dans notre petite fusée et tout. On va de l'autre côté de l'univers, il n'y a pas de problème. Donc ils partent de l'autre côté de l'univers. Ok, ils n'ont pas d'armes particulières, mais ils sont fantastiques, donc c'est cool. Le plan dont je parlais avec la planète, qui était très stylé, je trouve, c'est la planète quand elle se met à s'effriter de l'intérieur, parce que Galactus. Ça, c'est vraiment. Ça, c'est un plan que je trouve très réussi. Ça m'a fait penser à Star Wars avec l'étoile de la mort qui fait péter les planètes. J'ai trouvé ça vraiment très chouette. Ok, Galactus arrive, il y a le rayon tracteur. Mais on ne peut rien faire, il est trop fort. Ok, ils vont voir Galactus. Là, Galactus, il y a plein de plans hyper stylés. Donc là, quand il est là comme ça, avec les yeux et tout, franchement, j'ai trouvé ça graphiquement super stylé. On est sur Mustafar de Star Wars, il y a de la lave partout, puis à côté de ça, il y a du coup cette entité divine, quasi divine et tout, qui leur parle. Ok, bon, très bien, jusque-là, ça me va. Ils sortent du vaisseau, bon, ils sont pas d'accord, très bien. Ils sortent du vaisseau, et là, il n'y a plus de rayon tracteur. Pourquoi? Bah juste, en fait, bah non, mais en fait, ils auraient pas pu partir si on avait un. Ah ok, bon, très bien, j'oublie, il n'y a pas de souci. Donc, on le met de côté, ensuite, ils se barrent, ok. Accessoirement, ils arrivent dans Interstellar. C'est-à-dire que là, il y a un lien
du MCU avec Interstellar, puisqu'ils sont arrivés sur le trou noir, représenté visuellement comme dans Interstellar. Mais c'est pas le sujet. C'est une vision qu'un artiste avait faite très précise pour voir à quoi on pouvait faire ressembler un trou noir en faisant une analyse. Ok, Nolan a voulu se baser dessus, c'est devenu une mode, il n'y a pas de souci, je ne dis rien. Donc ensuite, il y a cette scène quand même complètement magique de l'accouchement de Franklin. Cette scène, je repensais aux accouchements de ma femme, ça me faisait délirer. C'est-à-dire que il y a quand même des moments où t'as Reed Richards qui dit Sue, entre deux contractions, s'il te plaît, là, si t'as trop rien à faire, fais disparaître le vaisseau. Et ça, en fait, si vous avez déjà vu une fois dans votre vie une femme qui accouche, si vous lui dites ça, je pense que s'il y a un scalpel proche, elle est capable de vous tuer sur place. Elle fait ta-ta-ta. C'est normal. Et ce serait presque honnête, en fait. Mais c'est incroyable. Enfin, c'est tellement stupide. Bon, après, au cinéma, oublié un élément. Les films... Vas-y. Eh ben, l'accouchement, on s'est moqué pendant des années, notamment dans Cut and Click, de la vitesse des accouchements dans Grey's Anatomy. Mais ça durait quand même quelques minutes. Là, l'accouchement, elle pousse 2 fois, le bébé sort, il est habillé. Et c'est limite s'il demande pas un biberon au daron, tu vois. Il parle. Il fait Bon, c'est un être quasi divin, Franklin, on dirait rien. On dirait. Voilà, bien sûr. En plus, il est propre. Le bébé sort, il est propre et tout. Enfin, franchement, nickel. Vraiment un travail qui a été fait. C'est du petits oignons. Là, et vraiment, c'est la Rolls-Royce de l'accouchement. La personne qui accouche, c'est la chose. Être accouché par une personne fait de roche, c'est ultra conseillé. Ouais. Le truc, c'est complètement. Le truc, on est tatillon, mais en même temps, c'est rigolo, désolé. Mais c'est complètement marrant. Mais en fait, le truc, c'est que déjà que le MCU s'adresse globalement peu aux demoiselles et tout, si en plus il prend un des éléments les plus marquants de la vie des demoiselles, toutes celles qui ont connu ça. Bah franchement, c'est what the fuck. Déjà, moi qui ne le vivais pas, je trouve ça complètement what the fuck. Mais ok, bon, c'est du cinéma, mettons ça de côté, on s'en fiche. Je veux en faire un, s'il te plaît. Était plus con, mais là, je veux, parce que moi aussi, je veux m'amuser, je veux dire un truc complètement what the fuck qui m'a extrêmement sorti du film sur la fin. Tu permets ? Vas-y. Donc, ils arrivent à téléporter donc un œuf d'un point A à un point B. Donc comme ils ont réussi à téléporter un œuf, étape suivante, c'est tout à fait logique. Reed Richards dit, on n'a qu'à téléporter la planète. Voilà. Ok, très bien. Ils installent le point A, et puis il n'y a plus de point B. C'est-à-dire, comme ils l'envoient à la planète, enfin, ils sont censés l'envoyer vraiment à l'autre bout de la galaxie et tout. Mais à aucun moment, ils vont installer l'endroit où l'œuf est censé arriver. Donc en l'occurrence, c'est la planète. Donc déjà, ça n'a littéralement aucun sens. Mais alors surtout, l'installation du point A, c'est extraordinaire, leurs espèces d'antennes incroyables. Ils les installent toutes dans les centres-villes des capitales mondiales. Donc pourquoi aller dans une zone industrielle quand on peut le faire sur Times Square ? Et le pire sur Times Square, c'est que moi j'ai bugué, je me suis même marré, d'ailleurs c'est le seul moment où j'ai rigolé dans le film, c'est que quand ils disent, allez, on commence les travaux, puis tu les vois casser Times Square, tu te dis, vous pouvez pas faire ça dans la zone industrielle à côté, hein, il y a des bâtiments abandonnés là-bas à 2 km, allez-y, installez là. Et à Paris, ils l'installent au pied de la Tour Eiffel. Parce que bien évidemment, ils pouvaient pas faire ça, par exemple. Là, regardez, en face de chez moi, il y a plein de champs. On aurait pu mettre le truc sans détruire Paris et nuire au tourisme. En plus, c'est en période de crise, c'est pas le moment. C'est le lobby des agriculteurs. Voilà. Et le truc, c'est que derrière... Oui, alors après, c'est vrai que comme dans mon coin, on veut pas d'éoliennes, peut-être que des trucs qui font téléporter la planète, on n'en aurait pas voulu non plus. Mais enfin, peu importe. Le truc, c'est que derrière, ils peuvent pas téléporter la planète. C'est pas grave. On téléporte Galactus et on l'envoie à l'autre bout de la galaxie. On nous le redit, mais toujours sans point B. Et alors, comment est-ce qu'on met Galactus ? Galactus, je vous souhaiterais en parler. Ouais, mais quand même, laisse-moi le pouvoir de l'amour.
Parce que là, j'ai Je te pensé laisse à le pouvoir toi de et à tout l'amour, ça. même mais- si je rebondirai dessus, mais Oui, Galactus, donc ils affrontent une entité quasi divine. C'est-à-dire que là, il fait la taille de montagne, ok, il a l'air d'être omnipotent, bon, très bien, très bien. Donc, il arrive, et ils ont un plan qui est globalement de faire un appât à souris et de faire un petit trait rouge avec un piège. Et donc, en gros, le truc, c'est que ils sont en train de nous expliquer que Reed Richards, l'homme le plus intelligent du monde, a donc fait un petit triangle qui fait à peine la taille de Galactus, sur lequel, pour se souvenir de où il fallait que Galactus marche, il fait une grosse ligne rouge et blanche au sol. Non mais, c'est pas possible comment les personnages sont absurdes. Et du coup, ils sont là, et leur plan, c'était de faire des flammes sur les yeux de Galactus, qui a l'air invulnérable, pour qu'il soit « Ah, mais je vais où ? Je vais où ? Ah, mais dans quoi j'ai marché ? Ah, mais c'était un piège à souris !» Non mais, la fin, je me suis dit « Mais ils se foutent de nous, c'est un truc de ouf !» Et le truc, c'est qu'on aurait pu... Non mais, enfin, juste, ces cadeaux Disney, franchement, ils cachent les systèmes là dans des immeubles, dans les 3 immeubles qui sont autour. Times Square est un triangle. Cachez-les dans les immeubles, les trucs. Au moins, le mec qui est censé être une divinité, à un moment, il va mettre le pied et fait « Ah, vous êtes malines, les vermines. Mais vous êtes pas malines. Vous lui avez mis une bande rouge pour dire « Attention, danger. » Non mais c'est quand même complètement absolument fou. Et donc, ils savent que Galactus peut localiser l'enfant, mais il le bouge direct. Non mais, c'est improbable. C'est improbable. En fait, on a vu la version grande de leur idée, c'est de mettre un piège à souris. Non mais c'est fou. C'est complètement fou. Le truc, c'est que pensez au film où ils veulent attaquer Godzilla, ou dans Minus One, ils ont un plan mais de dingue où ils sont obligés de faire un truc au niveau de l'océan et tout. Pensez au dernier Godzilla contre Kong. À chaque fois, ils se disent ok, on affronte un truc qui fait la taille de 3 gratte-ciel, donc on va avoir une idée. Mais là, c'est pas possible. Ils ont fait une croix rouge sur le sol pour se dire ok, c'est bon, s'il marche là, il tombe dans un trou. Non mais franchement, c'est improbable. Et attends. Et ils se sont dit pendant ça ne marche 37 pas. secondes, on le garde. Oui. Et ça ne marche pas parce que Galactus, oh mon Dieu, a une vision et n'est pas complètement il con. voit le trait. Et donc, comme ça ne marche pas, mon cher Greg, il l'attaque, le Galactus. La chose, Reed Richards, Sue, bien évidemment, Storm, etc. Ça ne marche pas, ils ont tous perdu, ils ont tous échoué. Mais voilà, apparaît le moment où Sue se transforme tel Gandalf le gris qui devient Gandalf le blanc. Elle a un pouvoir qui se révèle en elle. C'est bien évidemment imagé, hein, mais c'est le pouvoir donc de l'amour. Donc c'est pour ça que j'en rigolais. Et je vous expliquerai pourquoi après. En tout cas, la référence, où je dis maintenant, c'est référence à la série Supergirl, qui était une sorte de running gag sur la chaîne, où en effet, très régulièrement, Supergirl s'en sortait grâce au pouvoir de l'amour. Et là, littéralement, Sue arrive à no match Galactus avec les mêmes pouvoirs qu'elle avait avant, mais juste là, elle est déterminée. Alors ok, très bien, du coup, ça fait une belle scène, c'est épique pour Sue, ok, très bien. Mais quand même, quoi, le pouvoir de l'amour pour buter Galactus... Je suis désolé, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Tu dis ça fait une belle scène. Mais attends, quelle est la différence entre Sue Super Saiyan et Sue qui va faire des courses? Elle est comme ça. Et mais c'est incroyable, Sue a des pouvoirs de fou. Et c'est ça le elle a l'air de niveau... galérer plus quand même. Mais rien du tout. Mais rien du tout. Moi je trouvais qu'elle la galérait scène davantage. d'avant, elle galérait, c'est la même chose. Mais faites-lui, je sais pas, les cheveux jaunes qui se hérissent sur la tête. Faites-lui un truc où elle s'ancre non, dans ça le aurait sol. pas marché, ça. Elle a le nez qui saigne. Non mais franchement, donner une impression de quelque chose. Il n'y a aucun poids. Elle déplace une montagne. Littéralement, elle déplace une entité qui fait la taille d'une montagne. Et elle est genre, c'est un peu dur. Oh, mais vraiment, mais mon enfant, non mais Vanessa Kirby est excellente dans plein de scènes. Ça la tue quoi. Cette scène la tue. Et effectivement, c'est au moins dans Supergirl. Elle était genre, oui, mais le pouvoir de l'amour. Là, elle est juste en train de froncer les sourcils
pendant 5 minutes. Enfin, franchement, c'est affligeant comme niveau, quoi. Donc, du coup, on a le pouvoir de l'amour qui permet à Vanessa Kirby de pousser Galactus dans le trou qu'ils avaient fait au sol. Et Galactus part dans un point B qui n'existe pas, comme Car vous l'a dit. Et ils sont tous en train d'applaudir. Mais qu'est-ce qu'on est fort. mais cassez-vous, en fait. Mais cassez-vous. Le truc, c'est qu'il vous met une peignée tout le film. Là, le pouvoir de l'amour vous sauve, on ne sait pas pourquoi. Enfin, concrètement, le film aurait dû mal terminer. Le film aurait dû terminer sur Galactus, pète leur planète. Ils prennent le vaisseau et arrivent sur la Terre dans les Thunderbolts. Là, on est sur un truc de happy end, mais complètement bidon. Et alors là-dedans, on a quand même la scène de bébé Jésus qui est quand même pas mal. Donc, elle est genre, non, mais elle est morte. Et tu les vois jouer, les acteurs, ils sont courants. Ils ont vu la page d'après qu'elle n'était pas morte. Et nous, spectateurs, nous aussi, on l'a vu. On sait qu'elle n'était pas vraiment morte. Nous aussi, on l'a vu. Et du coup, tu vois, ils sont tous là. J'aurais envie vraiment de tout donner sur la tristesse, mais je me retiens parce que tu vas voir. Et donc, non, mais Reed, non. Laisse tomber. Mais vraiment, le scénario te fait des gros clins d'œil et ils amènent ce bébé. Le bébé fait quand même dans une des plus belles 3D jamais faites au cinéma. Et le truc, c'est que alors la scène du bébé quand il naît, en termes de sa tête en 3D, c'est quand même pas génial. Et donc, donc le bébé 3D arrive. C'est mieux que le bébé dans Squid Game. Elle le met. Non, mais c'est mieux que dans les bébés dans la scène de The Flash. Ça, la scène de bébé dans la scène de The Flash, on est quand même dans du grand. Mais du coup, le truc, c'est que. Et donc là, nous, spectateurs, on se dit, bon, bah, comment. Moi, je me posais juste la question de quel allait être l'effet visuel. Je me suis dit, est-ce qu'il va faire un fume sec ? C'est un terme dans le métier. Faire une fume sec, c'est quand tu pleures et que ça ramène les gens à la vie, parce que c'est fume sec le phénix de Harry Potter. De Dumbledore. Mais ouais. le truc, c'est que globalement, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire ? Ils vont faire un truc marrant et tout. Il va faire dans sa couche. Et puis, en fait, c'est la fontaine de Jouvence. Ça va revenir à la vie et tout. Mais il y a rien. Il y a même pas. Il se passe rien. Elle a les yeux bleus. Non mais, elle a les yeux bleus. Donc en fait, on attend qu'elle revive après qu'il lui mette le bébé et ils ont fait les yeux bleus. Est-ce que c'était même utile ? Est-ce qu'en fait c'était même utile ? Peut-être que non. Peut-être que si elle n'avait pas eu les yeux bleus, ils se seraient tous dit mais il y a un truc qui cloche là. Pourquoi ? Comment ? Il y aurait plus de doutes sur le fait que ce bébé... Ça aurait... En fait, de juste pas mettre un filtre bleu TikTok, ça aurait pu aider à créer plus de doutes en vrai. Donc il y a vraiment une grosse dose de... Bon bah là en fait, faut qu'on rentre en production, le scénario on verra plus tard quoi. Et alors, il y a un autre élément aussi, sacrifice, tension, suspense insoutenable. Pas du tout. C'est quand Johnny Storm dit bon alors là maintenant, moi je vais me sacrifier. Donc vous dites à mon neveu que bon bah je l'aime quoi. Et donc là forcément il décolle, mais toi t'as qu'une envie, c'est de lui dire mais arrête, reste tranquillou. Puisqu'en fait on le sait là au moment où tu décolles, on le sait que la Silver Surfer elle va arriver, qu'elle va envoyer Galactus dans le portail. Et voilà, c'était tellement obvious. Mais il y en a énormément dans ce genre de film, donc voilà. Moi, il y a un autre truc aussi qui m'a embêté sur l'introduction. Donc, ils sont 4 fantastiques depuis 4 ans. Et c'est les rois du monde. Mais alors, total. Ok, ils ont fait des trucs de ouf. D'ailleurs, accessoirement, il y a des petits clins d'œil à des comics ou des trucs passés des 4 fantastiques qui sont vraiment très cool. Dans la première scène où on les voit se battre, notamment, on voit Giganto avec... en plus, l'apparition de Giganto est une planche de comics très célèbre, donc c'est super. Mais tu disais tout à l'heure, il y a pas de personnel, mais moi, j'ai bugué tout le temps, en fait. C'est-à-dire que Reed Richards, c'est le chef des 4 fantastiques, qui sont aux commandes de la planète. C'est-à-dire, il gère tout. Et je vous expliquerai après un autre exemple de comment il gère tout. Donc, il est super intelligent en plus de ça. Il invente plein de choses. Il va être daron, il bosse en permanence sur les tests sur sa femme, sur l'installation du mobilier, etc. Il n'a que Herbie pour l'aider. Donc littéralement, si le mec qui contrôle le monde et qui est le plus grand scientifique de la planète a besoin d'un café, ou besoin de faire une photocopie, etc.,
ou renverse son verre et doit aller chercher la serpillière pour nettoyer la pièce parce que la pièce est toujours incroyablement clean, il n'y a pas un papier sur le côté, etc. C'est lui qui le fait, quoi. Donc ça, tu l'as dit tout à l'heure, mais moi vraiment ça m'a fait bugger. Mais au point où c'est Mais vraiment même les rois du monde. les 4 secrétaires, quand ils ont le monde entier au téléphone, les Ah, ça doit être 4 terrible. personnes, c'est eux qui sont au tel, quoi. Ils Alors, disent, Eh, mais Sue attends, a une mais t'es pas assistante. venu, là. J'ai 50 capitales qui t'attendent au tel, là. Et Johnny fait, mais moi, je faisais des trucs et tout. Allô? Allô, c'est pareil? Allô? Mais, enfin, bon, je sais il voulait vraiment faire des économies sur le casting, mais enfin, là, c'est quand même... Et le petit robot, Nono le robot. Est-ce que Nono le robot ne te fait pas penser à la relation que dans Iron Man avait avec ses robots? Ouais, non, pas spécialement. Mais c'est les Il y a un mêmes, truc quand c'est même. les mêmes. Il fait une expérience, il y a le robot qui l'aide et tout, sauf que là, ils ont essayé de le faire mignon, et dans Iron Man, ils étaient drôles. Quel robot dans Iron Man? Dans Iron Man, quand il construit son armure, il a en permanence un robot qui a un bras et qui l'aide à monter. Et puis, il lui allume l'extincteur alors qu'il devrait pas l'allumer. Et en fait, il a un robot qui l'aide en permanence. Et il Ah, dit... Jarvis. non, non. Et c'est Jarvis qui contrôle, qui donne les ordres aux Moi, je robots, me mais les robots sont je me autonomes. rappelle pas du tout. Bon, peu importe. J'ajoute un truc quand même que j'ai pas dit tout à l'heure. Alors, ceci étant dit, donc Sue a une assistante. Elle est jouée par l'actrice Sarah Niles qu'on a vue dans Ted Lasso notamment, qu'on a vu ces derniers jours dans F1, qu'on avait vu aussi toujours ces derniers jours. Elle est très présente actuellement. Elle était aussi dans Heads of State. Super actrice, moi j'adore cette actrice. Et je voudrais aussi saluer Natasha Lyonne qui joue donc le crush de la chose, qui pour le coup je trouve joue très bien et qu'on avait vu bien sûr dans Orange is the New Black et pour les plus vieux donc comme nous hein, dans American Pie. Et alors je disais que c'était les rois du monde. Pourquoi c'est les rois du monde? Parce que littéralement la planète va être détruite, mais alors il y a vraiment que eux qui gèrent quoi, et tout seul. Il y a aucune panique, il y a très peu de réactions. Euh, c'est complètement improbable quoi. Donc ouais. Donc ça pareil ça m'a bloqué quoi. Bah, moi, Natasha Lyonne, c'est Tout le monde dit I love you. Ça me fait penser au film plutôt de Woody Allen. Mais non, écoute, le truc, c'est que, encore une fois, là, on est sur la partie spoil, on se fait plaisir pour mettre les doigts sur les trucs qui fâchent, mais ça n'empêche pas qu'on sent qu'il y a eu un certain soin qui était là sur les personnages. Et franchement, il y a un compliment qu'on peut faire sans aucun débat, c'est le choix du casting. Il y a là, Marvel, a complètement réussi le casting. Tous les personnages sont extrêmement réussis. La Silver Surfeuse de Garland, c'est ça qu'elle s'appelle. Elle est Julia Garner. Julia Garner. Elle est, ça marche bien. Les 4 Fantastiques, ça marche bien. Et ça, c'est important parce que c'est des trucs qui vont réavoir plus tard. Mais c'est juste que c'est dommage que bon, ils ont coché une case et toutes les autres, ils se sont dit bon, Walou, on verra plus tard quoi. Donc j'aurais tellement aimé le voir sans avoir vu cette bande-annonce, le voir sans avoir vu la scène post-générique des Thunderbolts, ne pas avoir ces moments, enfin ces scènes qui loupent et qui cassent un peu les personnages, et voir ce qu'aurait été le film dans sa Zack Snyder cut. Et vous allez me dire, qu'est-ce que Zack Snyder va faire là-dedans? Bah, il a corrigé un film. Bon, c'était le sien, mais ça s'était bien passé. Peut-être qu'il peut corriger le film d'un autre. Oui, il les a souvent corrigés. Hein. On attend la Matt Jackman cut. Le problème, c'est que je pense que. Version noir et blanc de 6 heures. Non, mais tu vois, c'est aussi un des Et là, éléments qui est l'accouchement reproché dure au film. 1h30 Le film est et trop on est court. tous... Il Non, est mais trop court, ce imagine, film. l'accouchement de 1h30 sur les 6 heures. Et là, on dit, non, mais il allait trop loin et tout. Non, mais plus sérieusement, parce que là, on divague. Mais le film est juste trop court. 1h55, c'est pas assez. Pour ce qu'il veut nous raconter, ce qu'il veut introduire avec Avengers Doomsday, présentation des 4 Fantastiques, etc. Il faut qu'on s'habitue, qu'on découvre, qu'on accepte ces personnages-là, qu'on découvre l'univers, etc. En plus, l'univers, si on a à peu près
c'est une théorie, mais on va peut-être pas en profiter très très longtemps de cet univers-là, en tout cas pas comme ça, admettons. Ça fait partie des théories possibles. Du coup, ça veut dire que c'est peut-être dans ce film-là qu'on le voit le plus. Bah, du coup, faites-nous en profiter un peu du truc. Montrer quelles sont les conséquences de l'arrivée des Quatre Fantastiques, en quoi ils sont devenus aussi omnipotents sur cette planète. Voilà. Et puis alors, après, c'est lié aux comics, etc. Ok, très bien. Mais c'est une remarque que je faisais à Greg. Là, on est dans le MCU. On est dans un MCU qui nous explique qu'il y a un multiverse. Que dans le multiverse, on a des versions de tout le monde qui sont différentes. Un coup Punisher, il est le Punisher, puis un coup, il va être danseur de ballet. Ok, très bien. On l'a vu avec What If, ils partent dans des délires incroyables. Dans la dimension des 4 fantastiques, il n'y a que les 4 fantastiques. Voilà. Et dans la dimension des 4 fantastiques, où il y a Fatalis, parce que Fatalis c'est le grand, et c'est le Lex Luthor des 4 fantastiques, bah dans celui-là, il avait piscine. Ok, soit. Est-ce que je peux te Et permettre c'est de hyper te faire gênant, je trouve. remarquer que, en fait, tu parles à Disney qui a les Disneyland. À Fantasyland, il y a les Fantasy. À Adventureland, il y a l'aventure. Et ils ont fait pareil. Ils ont fait Oui, une terre avec les 4 Fantastiques, une terre avec les Avengers, une terre avec les X-Men. Et voilà. Et puis comme ça, tu pourras te balader comme dans Disneyland. mhm. Oui, oui, très bien. Mais d'un point de vue cohérence de l'univers, et puis nous, enfin, je sais pas toi, mais moi j'aime bien quand c'est cohérent. Et des fois, c'est des trucs qui me sortent complètement du film. Euh, Bah là, pour le coup, c'est pas cohérent. Si t'es dans un univers du MCU où tu nous ponds une multitude de personnages, que tu commences à développer de ouf le multiverse au point où on est déjà tous en overdose et qu'on n'a absolument pas envie de revoir du multiverse avec les 2 prochains Avengers, et que là, tu nous recrées un monde, il y a même pas un semblant de cohérence. Où sont les autres personnages, etc. Enfin, ok, alors il y a peut-être une explication. Il y en a une, forcément. Sinon, ça tient pas. Ceci étant dit, il n'y a pas d'explication pour le point B, hein. Donc, il n'y a pas forcément toujours des explications. Mais oui, je trouve que c'est une des faiblesses. C'est-à-dire que là, pour le coup, les 4 fantastiques intégrés dans un univers, le MCU, ça marche pas. Après, est-ce que c'est pas plus mal au final qu'il soit dans son coin? Tu vois, il ne commence pas comme les autres films du MCU. Tu vois, il a son propre logo, il a sa musique, il a son look, il a vraiment, il a son univers. On en a parlé, trop peu développé, mais il a son univers. Au moins, ça lui met cette petite touche là. Tu veux Est-ce que rajouter du quelque coup, tu chose? veux faire. Bah, j'allais te proposer de faire le mot de la fin, mon cher Kier. Eh ben oui, mon cher Greg, donc c'est déjà le moment de nous quitter après cette vidéo de 6-7 minutes, guère plus. Voilà, donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, bah, c'est pas grave, vous avez tout à fait le droit d'aimer le film, on comprend, hein. C'est la même chose avec Superman, certains aiment, certains n'aiment pas, c'est comme ça. Donnez votre avis, voilà, l'important c'est que ça se fasse dans le respect. Et puis voilà, et puis dites-nous aussi ce que vous attendez potentiellement de la suite. On va en parler, hein. Il y aura vidéo sur les scènes post-génériques. On va aussi parler de la suite du MCU, vous inquiétez pas. Il y a plein de choses sur la chaîne, si vous voulez regarder. On commence à faire des shorts, on essaye, donc n'hésitez pas à les regarder. Il y a plein de vidéos aussi. On a commencé avec, pour l'été, là, pour histoire de s'ambiancer et puis de parler un peu avec passion. On a fait un top 30 de nos licences préférées ever. Et c'est pas les meilleures licences, parce que qui sommes-nous pour dire quelle est la meilleure licence? Non, c'est celle que l'on préfère, nous, dans notre petit cœur en train de battre. Donc du coup voilà, ça donne une vidéo qui est très chouette. Donc n'hésitez pas à la regarder. C'est pas nous qui le disons, hein, qu'elle est très chouette, c'est vous dans les commentaires. Donc merci à tous, merci aux tipeurs qui nous soutiennent. C'est un soutien qui est indispensable et qui nous va droit au cœur, parce que sans ce soutien-là, bah, on peut pas faire ces vidéos, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve très vite sur Cut and Click.